Voilà, c'est le... Je me concentre. Baka. お前みたいなち。Wesh la team, comment ça va? Bienvenue pour un nouveau live aujourd'hui, live One Piece. On va regarder l'épisode de One Piece, le tout dernier, à ce qui paraît c'est une dinguerie. J'ai été vite fait spoil, donc on va voir... Des spoilinettes hein. Ouais, vraiment des petits trucs, mais comme d'habitude c'est les meilleurs moments, donc... donc d'un côté j'ai été spoil, mais pas trop, j'ai pas tout vu, je swipe à chaque fois pour le film va mourir, voilà, c'est bon, on peut leur dire. C'est bon, la fin de One Piece c'est dans le prochain épisode. Donc voilà les gars, donc juste avant sa petite auto-promo les gars, oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit follow, parce que ça aide de ouf la chaîne, autant au niveau du référencement qu'au niveau de la mise en avant par l'algorithme YouTube. Donc les gars, n'hésitez pas à envoyer de la support. Sinon, il y a le petit Discord, le petit Twitter, essayez d'aller regarder, il y a plein de trucs. Vraiment sur Discord, j'ai fait plein de salons pour vous ramener des informations en... Pourquoi? Bientôt vous mettrez une télé dans le salon. Ah, dans le salon, la salle d'attente, ouais. Ok, d'accord. On vous a bien mis dans la salle d'attente. Et... Le retour du Dodan ralentisseur. Voilà les gars, donc c'est parti, on va regarder l'épisode 1109 de One Piece. D'ailleurs, je l'ai même pas préparé. Je vais juste couper le son de l'ordinateur vite fait. Même moi, je suis pressé à ce qui parle. Ça fait au moins 3 semaines que c'est pourri. Déjà, la semaine dernière, on a regardé un flashback de Barbe Brune. Non, en plus, c'était les empereurs. C'était tous les empereurs, c'était des flashbacks. Ok, donc voilà, je vous ai préparé le petit épisode, les gars. Je pense qu'on va y aller. Hein. C'est parti pour un épisode magnifique, les mecs. Voilà, c'est le... Je me concentre. La puissance qui aime les danger.
ここは連れてけ冒険したいんだよバカお前みたいなち体もちゃんと鍛えてる子供の本気はバカにくつろいでるところにす Qu'est-ce qui s'est passé? まったく互いに死んだと思ってた旧友にあったんだ Comme des cheveux. 船を出すぞやんのかおかしだ高き戦士の国エルバフ Ah. 手伝ってくれるか さあこう伝えろそれともどうやって消えるか 海岸に数隻見える戦どうやら大頭だ大頭赤髪に一目会うQu'est-ce qu'il a cru? Ouah. Ouais, je suis choqué. ワンピース生き残れ最強の人類との死闘 Ok les gars, donc là cette fois-ci on va passer à l'analyse. Donc il y a pas mal de trucs à dire, mais je vais laisser Sabri commencer, et comme ça, il va donner son avis sur ce qu'il a kiffé, ce qu'il a pensé du début à la fin de l'épisode. Vas-y, moi j'ai quelques trucs à dire, mais comme ça j'ai le temps de tout mettre en place. Moi, On t'écoute. je mets une note déjà de 8 sur 10. Ouais, moi je pense que c'est le minimum. C'est le minimum syndical. Et je dirais qu'il y a eu du bon combat, des bonnes choses, des bonnes images. Et franchement, j'ai apprécié. J'ai très apprécié voir Shanks et tout son équipage, les présentations et tout, j'ai kiffé aussi. Mais ce qui veut dire présentation, veut dire que bientôt, ils vont se mettre à l'action. Présentation, action, Moi je pense tout le contraire, pour ça en tout cas. comme par hasard. Non, juste pour le côté action, je pense que Shanks là, il l'a dit en plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a pu le revoir. Il a dit clairement que nous allions prendre le large. Donc ça veut dire que là, il va partir de Elbaf. Et on connaît Shanks, quand il part de quelque part, c'est pas pour revenir 2 secondes après, tu vois. Et je pense que c'est fait exprès aussi pour l'histoire, pour que Luffy rencontre pas Shanks trop tôt. Moi, je pense que c'est encore trop tôt. Enfin, trop tôt pour l'histoire. Donc voilà, quelque chose à ajouter? Non. Ok. Merci pour cette analyse conséquente quand Ouais, même. Il faut le noter. Il faut le J'ai noter. fait vraiment au mieux. Ok. Donc moi je vais faire la petite analyse. Donc il y a pas mal de trucs à dire. Donc premièrement on va commencer par la construction de l'épisode. Donc on commence l'épisode rapidement avec donc une petite vue de Egghead et direct dans l'action aussi. Ça faut le noter parce que souvent on fait ça. C'est pour justement faire en sorte encore plus de bruit. Et quand on fait ça, souvent c'est pour mettre les gens directement dans l'ambiance et faire en sorte que le public soit directement attiré. Ça a très bien marché parce que dès les premières secondes de l'épisode, on était déjà dedans, tu vois. Donc là, ça commence, on a le petit recap. Après, on a la phrase d'introduction, tu vois, qui le nom de l'épisode. Et après, on commence direct avec le combat. Donc Lucci, Kaku avec Luffy et Zoro contre les 2 séraphins. Et on arrive avec, donc on voit Mihawk échanger des coups avec une animation tout bonnement légendaire. J'adore quand ils prennent le temps de faire développer même quelques petites scènes comme ça. Surtout que là, l'épisode est quand même ultra conséquent en termes d'informations et aussi en termes de nombre de scènes qui ont été travaillées. On va parler du reste tout à l'heure. Donc pour l'épisode, le début, on a clairement
une partie combat qui a été mise en avant, donc ça c'est vraiment inspiré des Américains, parce que les Américains ils adorent faire ça, c'est leur méthode de construction d'un épisode ou même d'un film, c'est qu'ils mettent direct une scène impactante dès le début du film pour être vraiment dans le film concentré du début jusqu'à la fin. Et là ça a très bien marché, parce que là on voit vraiment les échanges de coups entre Mihawk, Zoro, même Zoro qui du coup se défend, comme l'a dit Sabri, sans son sabre, même s'il défend pas vraiment, il esquive, il essaie de se débrouiller comme il peut, parce que voilà, ses mains sont occupées. Donc, on a quand même un petit contraste sur le côté Zoro sans ses sabres, tu vois. Et on comprend que Zoro sans ses sabres, malheureusement, c'est assez compliqué pour lui. Donc ça, c'est la première chose que j'ai bien kiffé. Donc ensuite, on voit un petit peu les Mugiwara, comment ils sont éparpillés dans l'île. On voit les adversaires qui sont attribués. On voit les premiers coups échangés. Donc on a quand même voilà, une préparation pour la suite des événements qui vont sûrement se passer dans le prochain épisode. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a la deuxième partie de l'épisode. Donc première construction d'épisode, on passe sur Elbaf. Il y a moyen que le prochain épisode soit comme ça, malgré ce qu'on a vu à la fin. Souvent, à la fin, on montre jamais les bons moments. Je suis prêt à parier que là, ce qu'on vient de voir, on ne l'a pas vu à la fin du précédent épisode, parce que justement, c'est comme ça, tu vois. C'est vraiment fait pour que ce soit quand même pas mal. Ensuite, on a donc la deuxième partie de l'épisode où justement ça parle de Elbaf. Et là, on a quand même des choses colossales, comme par exemple le fait que déjà on a un aspect de l'île. Donc ça, c'est magnifique. Déjà, le premier aspect de l'île qu'on a, c'est qu'on a un coin verdure qui est quand même immense quand on voit les montagnes qui sont au loin. Et là, du coup, on va passer à le deuxième biome, on va dire, de l'île. Donc un petit peu d'inspiration nordique, hein, quelque chose de lambda, quelque chose de logique. On a des fjords gigantesques qui sont vraiment balèzes, on en a plusieurs, donc on voit quand même que l'île est immense, et malgré le fait qu'on ait ce paysage-là, on n'a toujours pas vu l'arbre, le soi-disant arbre d'Adam potentiellement, qui surplombe et qui est gigantesque et qui fait une taille gigantesque et qu'on devrait voir justement. Et si on le voit pas, c'est juste pour vous montrer et pour vous prévenir justement que l'île est vraiment gigantesque. Vous vous rappelez d'Alabasta avec ses déserts, etc., où on pouvait marcher pendant des jours et au final pas atteindre son objectif. Et ben là, ça va être exactement la même chose, mais dans un univers un peu nordique. Donc on aura quelque chose de vraiment gigantesque et on va avoir donc un côté prairie, un côté montagne et forcément l'arbre d'Adam. D'ailleurs, on a pu voir à certains moments qu'il y avait une espèce de pluie, une espèce de cascade qui tombait et on pouvait se demander c'était quoi, et on l'a déjà vu dans les scans, les gars. C'est justement qu'il y a pas mal de choses, genre il y a pas mal de cascades qui tombent du ciel, on ne sait pas d'où ça vient. On se positionne sur le fait que ça pourrait être des arbres, une forêt gigantesque, mais on pourrait aussi supposer que c'est une cascade, c'est peut-être des lacs qui sont dans des branches, dans des feuilles d'un arbre gigantesque et qui tombent, du coup ça fait une cascade vu les échelles de taille de Elbaf. Donc ça, c'est juste pour vous montrer à quel point tout est gigantesque. On se rappelle de Little Garden où on a rencontré la première fois les géants. Et bien là, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Au lieu d'avoir quelque chose de petit, genre Little Garden, ça veut dire petit jardin, et vu que les géants habitaient là-bas, c'est pour ça qu'on a appelé ça là-bas. Donc même les dinosaures étaient gigantesques. Et pour eux, le fait que cette île ressemble à un petit jardin pour quelqu'un d'aussi grand, et bien là, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose de petit, on va avoir que des choses gigantesques, c'est-à-dire montagnes gigantesques, prairies gigantesques, îles gigantesques, arbres gigantesques, cascades gigantesques, tout sera vraiment à une échelle de taille complètement gigantesque. Et ça fait vraiment écho à toutes les inspirations qu'Oda a prises pour cette île. On connaît l'inspiration des géants. On pourrait aussi parler de Jack et le haricot magique, où quand tu vas dans le ciel, justement, tu rencontres des géants. Et là, ça pourrait être exactement la même chose, parce que dans l'arbre, potentiellement, habite peut-être une autre race de géants, ou même tout simplement la race des géants. Donc il y a beaucoup d'inspirations comme ça, de type nordique, de type féerique, qui vont être retranscrits dans l'arc d'Elbaf. Donc on a vraiment ce côté gigantesque qui arrive. Et pour un autre parallèle, ça va être l'arbre d'Yggdrasil, donc on l'a déjà parlé beaucoup. Dans la mythologie nordique, il y a l'arbre monde, qui est censé être l'arbre qui relie toutes les dimensions, enfin tous les mondes en tout cas entre eux. Et chaque monde, donc il y a un monde, on connaît Jotunheim, le monde des géants, on connaît Midgard, donc qui est censé être la Terre, on connaît aussi
Qu'est-ce qu'on connaît aussi? On connaît, j'ai dit Jotunheim, il y a Muspelheim aussi, Helheim. Helheim, c'est les enfers, hein, mais c'est plus un enfer de glace, donc c'est pas comme un enfer de feu comme on a l'habitude de connaître. Là, l'enfer, c'est plutôt la glace. On a aussi Eliem. Helfheim. Heliem, non, c'est pas ça. Il y a Helfheim aussi, le royaume des elfes, donc potentiellement on pourrait voir des elfes. Il y a aussi Svartalfheim, qui est le royaume des nains. Nidavellir, pour les gens qui connaissent un petit peu, donc royaume des nains, potentiellement qui pourrait être des nains qu'on connaît, donc ça pourrait être des Tontata, vu que Dressrosa et Elbaf, c'est pas si loin que ça à l'échelle mondiale, potentiellement que c'est une descendance des nains, ou peut-être qu'il y a des nains et que justement ça va être des personnes de taille plutôt modérée, ou peut-être que c'est des boucaniers, et qu'en fait les boucaniers, si on les appelle les nains, c'est parce que c'est des géants petits, tu vois, c'est pas des géants tels des géants. Pour les géants, c'est des nains, tu vois, les boucaniers. Donc potentiellement que ça pourrait être quelque chose dans ce genre-là, il y a plein de possibilités. Et aussi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est le royaume d'Asgard, donc avec les dieux As. Il y a aussi plein d'autres mondes, hein, que j'ai pas cités, comme les Van, les dieux Van, donc c'est Vanaheim. Donc voilà, il y a plein d'autres mondes qui pourraient être exploités dans cet arc. Ça pourrait être vraiment un arc légendaire, surtout que c'est un arc qui a été utilisé depuis le début du manga, et on connaît Oda avec le fait qu'il aime bien réunir des gens, réunir des races, parler de beaucoup de choses. Donc franchement, je pense sincèrement que c'est vraiment possible qu'il ramène autant de races et autant de choses dans l'épisode. Donc là, on a vu quand même un petit aperçu de ce que pourrait être Elbaf et tout ce qui s'y passe. Donc j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, dans les dieux As, il pourrait y avoir Loki. Donc Loki, on a vu que c'était un géant. Et en plus, ce qui est vrai dans la mythologie nordique, c'est que Loki, c'est un géant. C'est un fils d'un géant. C'est le fils adoptif j'allais dire Zeus, mais non, mais de Odin, et le frère de Thor, donc, mais c'est le demi-frère de Thor, tu vois, parce que il est pas, c'est même pas son vrai frère, c'est même pas un demi-frère, tu vois. C'est vraiment le frère adoptif, donc quand on voit ça, on comprend que Oda a respecté cette chose-là. On a vu que Loki est un géant, et dans le manga, c'est la même chose, tu vois. En tout cas, dans IRL et dans le manga, c'est la même chose. Dans les mythes et dans le manga, c'est la même chose, donc si ça c'est respecté, est-ce qu'on pourrait pas avoir d'autres personnages comme des personnages ultra connus, comme par exemple, je sais pas moi, potentiellement, moi je vois bien Odin, Zeus, peut-être d'autres dieux qu'on connaît pas forcément, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vu dans le dernier scan de One Piece deux personnages, donc deux géants qui s'appellent Sig et Bjorn. Et on sait que Bjorn et Sig, ce sont les fils de Ragnar. Et Ragnar, c'est donc le grand conquérant. C'est la personne qui a conquéri un petit peu, on va dire, les terres au-delà des terres connues par les Vikings à l'époque. C'est lui qui a conquéri les mers par la mer, tu vois. Je pense que c'est ça qui a fait de lui la légende. Et il est devenu roi, du coup, de tous les Vikings pendant une époque. Donc voilà, donc est-ce que Sig et Bjorn sont les fils de Ragnar, et que Ragnar est potentiellement mort, entre guillemets, que c'était quelqu'un d'une ancienne époque, hein. On sait que ses fils, en tout cas là, ils ont entre 150 et 200 ans, même potentiellement plus. Donc à voir après par la suite, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de choses qui montrent que l'inspiration nordique est très très présente. Donc on l'a vu par rapport aux mythes IRL qui sont réels, donc Sigurd, Bjorn et sûrement Ragnar, vu que c'est censé être leur père. On a vu Loki, donc là c'est plus les mythes, les inspirations des mythes qui sont présentes. Donc potentiellement on pourrait voir beaucoup d'autres choses, et c'est ça qu'il faut voir dans cet épisode, c'est qu'on commence à percevoir en tout cas le design et la manière de faire. Donc là par exemple, quand on voit les dessins, là c'est plus une analyse technique, quand on voit les dessins qui ont été faits de Elbaf, on dirait vraiment que c'est différent de One Piece. Dans le sens où les dessins sont vraiment hyper détaillés et tout, ils sont moins fantaisistes à la Egghead, tu vois. Beaucoup de CGI, il y a Egghead pour simuler les bâtiments, etc., pour simuler pas mal de trucs. Et du coup, on a vraiment un aspect technologique un petit peu présent dans la patte graphique. Alors que là, quand on regarde
Elbaf, on voit plutôt une inspiration artistique qui est beaucoup plus poussée, genre des peintures, genre des dessins vraiment détaillés et tout. Et là, on retrouve un petit peu l'inspiration viking, celte, etc. Inspiration nordique dans le côté graphique. Donc je pense sincèrement, comme on l'a vu à Wano, qui était un petit peu une inspiration de tout ce que faisait le Japon à l'époque, quand on voit un petit peu l'inspiration futuriste dans le côté graphique, genre avec la CGI et tout ça, dans l'arc d'Egghead, on peut supposer facilement, surtout avec ce qu'on vient de voir, que dans l'arc des Vikings, on a une inspiration graphique qui est plus axée sur quelque chose de plus naturel, plus dessin à la main, etc. etc. Même si, sûrement que ça ne doit pas être du dessin à la main. En tout cas, l'inspiration et la patte graphique, je trouve personnellement, c'est qu'on aime la vie, qu'il y a ce petit côté un petit peu nordique, un petit peu ancien, qui pourrait être vraiment pas mal, avec des paysages magnifiques et des dessins magnifiques. Donc voilà en tout cas pour le côté un petit peu technique de l'arc.